1975, alors que j'étais interne en 4e année dans un grand service de médecine interne, j'ai été confrontée à des patients cancéreux. Et dans ce service, il était d'usage de mentir aux patients et à partir d'un certain moment, les médecins ne rentraient plus dans leur chambre. Et moi, en tant qu'interne, je me sentais obligée, en faisant ma visite, de rentrer les voir. Et j'étais quand même très mal à l'aise. J'étais directeur du centre Laennec et nous avions des échanges réguliers avec des étudiants anglais qui nous ont invités à visiter St. Christopher Hospice. Nous avons donc travaillé, rencontré Cicely Saunders et Thérèse Vanier à Londres, visité les malades et au retour, nous avons la conviction que ce qui était développé à St. Christopher Hospice était vraiment révolutionnaire par rapport à ce qui se passait à Paris. En septembre 1977, quand je suis arrivée à Paul Brousse, je me suis trouvée au fond dans un pays sous-développé. Enfin, c'était un monde complètement sous-médicalisé, abandonné, misérable. Et j'ai commencé par essayer de relever déjà le niveau de santé moyen, le niveau de soins. Il y avait un comportement médical hérité des siècles précédents qui faisait que le médecin privé ou hospitalier, au fond, il s'effaçait devant la mort. Il rendait l'instant de la mort au malade et à sa famille. Mais dans les hôpitaux, c'était dramatique, parce qu'on ne s'occupait plus du mourant, on le mettait dans une chambre seule, l'une des rares chambres seules qui existaient, ou on le mettait derrière un paravent, et le chef de service n'entrait plus. Je me rappelle très bien, la surveillante disant au chef de service, là, c'est pas la peine d'entrer, monsieur, c'est fini. Et finalement, les seules personnes qui entraient dans cette chambre, c'était les aides-soignantes, pour faire la toilette. Donc le mourant mourait seul. Les soignants disaient « Oh, madame Untel, elle est très très fatiguée ». Et plus il y avait de traits, et plus on comprenait que la personne allait mourir. Mais on ne disait pas « elle va mourir ». La mort était tabou. C'était l'image du mouroir. Et cette image du mouroir est demeurée très longtemps. Dans les questions d'internat que j'ai révisées dans les années 70, il n'y avait pas la mort. La mort n'existait pas dans les formes cliniques des malades. Personne n'en parlait. Il n'y avait pas de dose. On ne parlait pas de traitement de la douleur. Bien entendu, tout le monde s'en moquait. Enfin, tout le monde. Le système curatif de l'époque se moquait complètement de ça. Moi, je n'ai quasiment pas eu de cours sur la douleur pendant toutes mes études médicales que j'ai fait dans les années 70. Les morphines, c'était vraiment les horreurs. On nous enseignait que c'était une horreur. Il était interdit pratiquement de donner des morphiniques parce qu'on allait rendre les gens dépendants. Et c'était un espèce de leitmotiv qui nous était imprimé au fond de la tête. Donc, rentrer dans l'interdit, je dirais, l'interdit de la faculté, c'était vraiment se marginaliser par rapport à ce qui se passait en réalité et ce qui nous était enseigné. Il était clair pour tous les médecins que les antalgiques majeurs ne pouvaient pas être utilisés de façon un peu prolongée sans provoquer une toxicomanie et finalement la mort. Cicely Saunders avait une assistante qui s'appelait Thérèse Vanier qui est venue faire en 78 ou 79 à Cochin une des premières conférences sur l'utilisation de la morphine chez les patients en fin de vie. Michel Salamagne était à cette conférence. Elle m'a expliqué comment Thérèse Vanier s'était fait agresser par les anesthésistes qui ne savaient pas que la morphine c'était toutes les 4 heures à l'époque. On n'enseignait strictement rien en ce qui concernait le traitement des symptômes, notamment le traitement de la douleur. Et pour le médecin hospitalier que je commençais à être à l'époque, il y avait là une profonde insatisfaction parce qu'on se rendait compte qu'on ne savait pas répondre aux questions des malades, on ne savait pas soigner leur douleur et on les isolait au lieu de les accompagner. Il y avait une quatrième chose qui était très insatisfaisante à l'époque. Nous avions appris de nos aînés qui avaient fait leur service militaire dans les années 60 en Algérie à manipuler un mélange de 3 médicaments qu'on appelait le cocktail lithique et qui précipitait la mort, qui ne précipitait pas la mort des malades immédiatement, qui les plongeait dans le coma. Et comme au bout d'une semaine de ce cocktail lithique, le malade était toujours là, on avait eu la tentation de pousser le débit de la perfusion et on en était venu à utiliser le cocktail lithique
comme mélange euthanasiant qui ne disait pas son nom. Je connaissais ces pratiques d'euthanasie et sous l'influence d'une infirmière, j'ai même posé quelques cocktails lithiques. Mais en même temps, je ne reconnaissais pas du tout mon rôle de médecin dans cette attitude. Il fallait trouver autre chose, ça ne me convenait pas. Il n'y avait pas de prise en charge de la douleur, il y avait une certaine ignorance par rapport aux thérapeutiques antalgiques, et ce qui se passait, c'était la panique et la pose de cocktails lithiques. Voilà ce qui se passait. Donc c'était on-off, ou rien, ou vraiment le cocktail lithique mortel. J'étais anesthésiste réanimateur dans les années 70 au CHU de Dijon. Donc, le métier commençait à se transformer avec l'arrivée de la technologie. Et on était appelés conjointement dans les salles de médecine pour donner des conseils pour les patients qui mouraient. Et c'est là que j'ai constaté qu'on n'était vraiment pas très bon. Les malades mouraient avec des cocktails lithiques en grande quantité. C'était d'ailleurs pas les médecins qui nous sollicitaient, mais c'était les infirmières la nuit. Ce qui m'a préoccupé le plus, la 80-81, c'est de voir que dans un CHU, on avait du mal à évaluer et à traiter la douleur. Et pourtant, dans ce service, on utilisait déjà à l'époque la morphine orale, parce qu'on avait vu une publication française, la toute première en 1974, sur l'utilisation de la morphine en solution orale. Et à l'époque interne, je voulais vraiment qu'elle soit utilisée, et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Donc j'ai été voir la pharmacienne centrale du CHU de Bordeaux, en disant, écoutez, voilà, ça se prépare, ça se met dans de l'eau avec de l'eau chloroformée. Voilà. Et en fait, j'ai fait démarrer l'utilisation de la morphine en solution orale à ce moment-là. C'était le contexte d'une médecine triomphante, qui avait d'ailleurs beaucoup gagné en efficacité, mais où les médecins se sentaient dans l'obligation de maintenir coûte que coûte les traitements, coûte que coûte. Et donc on s'est mis à parler d'acharnement thérapeutique à l'époque. Bien sûr, parmi tous ces malades âgés, il y avait des gens qui mouraient. Alors, moi, j'ai appliqué mes connaissances médicales, j'ai essayé de les soigner correctement, mais par la force des choses, il y avait quand même des patients qui s'acheminaient vers leur fin. Lors de mes premières gardes de médecin généraliste, c'est un électrochoc pour moi de voir des patients abandonnés, hurlant de douleur, des patients avec des métastases disséminées sous 2 comprimés de Doliprane par jour, enfin des choses absolument inacceptables. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis intéressé aux soins palliatifs, c'est que j'étais confronté à des patients dans de telles difficultés, dans de telles douleurs et dans de telles souffrances, que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument s'occuper de ces patients différemment. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 90% des patients qui mouraient n'étaient pas informés de leur diagnostic, n'étaient pas informés du pronostic. On ne s'occupait pas des familles, que les infirmières se retrouvaient absolument toutes seules face à ces patients. Ce qui nous a guidés, non pas moi seul, mais beaucoup des médecins qui à l'époque se sont engagés dans une réflexion sur la fin de la vie et sur ce qui allait devenir les soins palliatifs, c'est une insatisfaction par rapport à la manière dont la mort était prise en compte dans les hôpitaux à ce moment-là. Au fond, la mort n'était pas acceptée. Les psychologues disent volontiers que c'était un échec pour les médecins. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? S'acharner ou bien euthanasier? Il fallait bien trouver une voie moyenne, hein, enfin quelque chose qui soit plus satisfaisant. Parce que moi, je me refusais à m'acharner sur ces vieillards qui étaient quand même très fragiles. Et je refusais aussi de tomber dans la pratique extensive de l'euthanasie, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu en faire tous les matins. Hein. Pour raisons éthiques, à l'époque, on utilisait les cocktails lithiques et on refusait l'usage de la morphine. Il y avait une irrationalité totale, c'était pas supportable quand on se met à réfléchir au plan éthique. Et donc je me suis senti dans l'obligation morale de dire, écoutez, ça suffit. Pour moi, ça a été une question importante. Se dire, mais enfin, quel est le sens de ce que nous faisons là? Et est-ce que c'est bien notre rôle de médecin? En attendant d'avoir mieux, on a effectivement sédaté beaucoup de malades. Pour certains, c'était les cocktails lithiques qui servaient à ça, cocktails lithiques qui étaient accélérés par mal la mort, mais ça déconnectait la personne, ça la sédatait, ça la faisait dormir. Bon. Dans certains cas, on n'avait que ça sous la main pour soulager quelqu'un, dans une grande détresse. Après, on s'est dit, mais c'est quoi tout ce cocktail, tout ce mélange? On n'a pas besoin de tout ça pour faire dormir quelqu'un et apaiser sa polypnée, donc on a réduit, trouvé des médicaments plus efficaces,
plus intelligent, quoi. On a inventé de nouveaux mélanges qui ne précipitaient pas la mort des malades, qui ne les mettaient pas dans le coma, mais qui les soulageaient. Un matin, j'ai un de mes externes qui m'a apporté des textes d'Elisabeth Kubler-Ross qui venaient d'être publiés dans la revue Laennec. Je les ai lus et ça a été une véritable révélation. Et à partir de là, j'ai pu entrer en contact avec ces patients en me sentant moins désarmée en quelque sorte. Très vite, on s'est rendu compte que si on n'avait pas ce terrain de réflexion, on ne pourrait pas continuer à être en face à face avec la souffrance. Tout un petit monde, tout un réseau s'est construit et on a rapidement fait un groupe de parole avec Michel Salamagne, Jean-Marie Gomas, Martine Ruziewski, avec Michel Renaud, psychanalyste, et non seulement un groupe de parole, mais aussi une association de recherche. On a formé un groupe de réflexion où on s'est bien dit, oui, il y a ces façons de faire, ces prescriptions, mais aussi toute une réflexion, pourquoi ça nous intéresse, qu'est-ce que ce patient nous renvoie, quel est le travail qu'on peut faire sur notre questionnement, comment ça peut se cheviller pour prendre du sens, et qu'est-ce que veulent dire tout ça, et pourquoi on est là. On a commencé par parler de nous, de notre angoisse. Et c'est après qu'on a commencé à parler des malades, des besoins des malades, de ce qu'il fallait faire, comment le faire, etc. Et puis les choses se sont mises en place peu à peu. On a appris en avançant. Chaque malade nous a appris quelque chose. Et c'est le travail avec le psychanalyste qui a permis d'aborder le sujet et surtout de parler de l'angoisse des soignants confrontés à des patients mourants. C'était angoissant. J'ai été médecin à la Croix-Saint-Simon, assistant en médecine interne et cardiologue d'origine. Et à la Croix-Saint-Simon, il y avait aussi Michel Salamagne, donc anesthésiste. Et quand elle m'a proposé de participer à des groupes de travail le soir sur la prise en charge de la douleur, j'ai accepté, ça m'intéressait, sur les fins de vie. Il y a eu un moment déterminant, ça a été un article du père Ferspiren qui s'appelait « Sur la pente de l'euthanasie ». On a réagi à ça, enfin bon. Et puis on a fabriqué une sorte de petite association qui se réunissait chez quelqu'un qui a joué un grand rôle aussi dans les soins palliatifs, qui est Robert Zitoun, un hématologue qui avait un service à l'Hôtel-Dieu. Et on s'est réunis comme ça pendant plusieurs années, avec des expériences extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'on a cherché, c'était une idée comme une autre, tous les gens qui employaient le mot accompagnement. Encore une fois, soins palliatifs n'existait pas encore. Ce n'était pas par hasard que ce terme était employé par les mêmes gens. Il y avait une espèce de direction, d'esprit, de perspective un peu du même ordre, si vous voulez. Un ami jésuite m'a passé la revue Laennec du retour de Patrick Verspiren dans les hospices anglais. Et là, j'ai vraiment découvert une pratique que j'ignorais totalement, qui consistait à mieux prendre en charge les patients en fin de vie, toutes les questions à la fois traitement des symptômes, accompagnement psychologique, accompagnement de la famille. Et donc, ça a commencé à travailler dans ma tête, et j'ai réuni un groupe de personnes autour de moi pour commencer à réfléchir, et c'est là que j'ai découvert que René Scherrer, qui était cancérologue à Grenoble, se posait exactement les mêmes questions. Donc à partir de là, j'ai compris qu'on n'était pas tout seul et qu'il y avait quelque chose qui était en train de germer, réflexion autour de la prise en charge des patients essentiellement cancéreux en fin de vie. Je suis anesthésiste réanimateur de spécialité, de formation, et déjà, quand j'ai choisi cette spécialité, c'était la douleur qui m'intéressait, pouvoir aider les personnes qui souffrent. Et je travaillais avec un chirurgien qui opérait beaucoup de malades atteints de cancer, et il s'occupait de ces malades jusqu'à la fin de leur vie. Donc j'étais amenée à traiter ces malades. Et j'ai d'abord vu et cherché, et j'ai appris comment pouvoir mieux les soulager sur le plan douleur. Ce qui nous a permis à Saint-Étienne de créer le Centre de la douleur. On a commencé en 82. Chacun dans son coin essayait de développer ses soins palliatifs, mais on avait quand même beaucoup d'opposants. Et peu de gens étaient fous de penser que ça pourrait être intéressant de rechercher l'apaisement et la qualité de vie des gens en fin de vie. Les infirmières étaient très intéressées, les médecins un petit peu moins. Mais heureusement, quand même, comme on avait un petit peu plus de moyens concernant la douleur, des médecins se sont intéressés aux soins palliatifs par le biais de la douleur, parce que ça devenait quand même un peu sérieux d'avoir des traitements
intelligent, novateur au niveau de la douleur. Donc on a essayé après de faire valoir que c'était bien de soulager les douleurs physiques, mais il y a peut-être aussi une douleur psychologique, une souffrance globale. Dès cette année 1980, j'avais un patron qui était un peu exemplaire à mes yeux et qui s'inscrivait vraiment dans une démarche d'accompagnement. Il s'occupait beaucoup de l'alcoolisme. Et là, j'ai senti aussi que la souffrance d'un être humain, elle était multi et même interdimensionnelle. Et donc, fort de son exemple, je me suis mis un peu à découvrir que le malade alcoolique, que le malade atteint d'un cancer digestif, que le malade cirrhotique était dans des situations non guérissables et pourtant restait vivant. Et dans cette équipe, où j'ai eu la chance de travailler avec des personnes de très haut niveau, j'étais un peu la personne qui traitait les malades en fin de vie. On avait beau traiter bien la douleur, ça je savais faire, mais j'ai compris rapidement qu'il me manquait des connaissances parce que ces malades avaient d'autres problèmes d'inconfort, que ce soit digestif, respiratoire, cutané, etc. C'est ce qui m'a amené à venir apprendre à Paris, à Jeanne Garnier, et c'est comme ça que j'ai découvert les soins palliatifs. Toute la cardiologie que j'ai fait pendant plus de 10 ans, on est dans une médecine très codifiée, où je trouve qu'il faut penser le pire tout le temps, enfin faut envisager tous les diagnostics, et on n'est pas dans une médecine de l'écoute. Et c'est clairement parce que j'étais dans une démarche d'écoute de moi-même et du coup des autres que j'ai eu envie de faire une médecine comme ça. Et pour moi, les soins palliatifs, c'est ça, c'est-à-dire c'est un moment où l'efficacité des thérapeutiques se perd un peu sur la maladie causale, que les enjeux essentiels deviennent la qualité de vie, quelle vie mener, comment préserver la personne dans ce qu'elle est. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et je me suis toujours dit que ce qui m'intéressait, c'était de faire une médecine au service de la personne, si on peut dire. Et c'est pas la mort qui m'intéresse, mais c'est en tous les cas un moment où on peut faire quelque chose qui aide la personne à être elle-même. Thérèse Vanier donc, m'a vraiment de suite inspiré. Elle-même ayant un parcours d'hématologie et dédiant tout son temps ensuite à une activité de soins palliatifs. Elle était francophone. Et à partir de là, à mon avis, c'est vraiment elle qui a été l'instigatrice des soins palliatifs en France. Elle a fait toutes les grandes villes, elle est venue dans notre région, dans plusieurs villes. Elle a pérégriné avec toujours les mêmes expressions, avec quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire, avec ces diaporamas où elle avait des visages de malades et elle racontait leur histoire. En 83-84, on a déposé un projet d'USP, donc la première USP en France c'était 87, pour le CHU de Bordeaux. On a réussi à convaincre la direction et au moment où ça devait passer, les médecins ont dit non. Mouroir, morphine, on sait ce que c'est, morphine intraveineuse, dépendance, accoutumance. Et donc ça a été un rejet par les médecins qui étaient en fait en responsabilité à l'époque. En fait, il y avait quelques médecins qui avaient pris conscience, peut-être un peu à titre personnel, en ayant entendu aussi des expériences étrangères, comme ce qui se passe en Angleterre, au Canada, et qui étaient confrontés bien sûr à la fin de vie de leur spécialité, comme moi la gériatrie, et qui se sont dit il y a peut-être des spécificités, il faudrait peut-être lancer quelque chose. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé le premier congrès international de soins palliatifs à Nancy, c'était la première fois en 1989. Et ensuite est arrivée très vite d'ailleurs la création de la Société française de soins palliatifs. Il y a eu tout un travail avec les architectes, en fonction de comment vous imagineriez une unité de soins palliatifs, qu'est-ce qu'il vous faut pas, etc. La place des familles, ça a l'air incroyable maintenant qu'on dise une chose pareille, mais ça n'existait pas. Une place privilégiée pour qu'ils puissent rester couchés. Dans la chambre, comment on pouvait faire pour que les choses soient au mieux pour le patient, etc. C'était vraiment très intéressant d'envoyer déjà les messages de ce qu'on voulait faire à travers le soin qu'on voulait pratiquer, mais aidé par les murs. Je suis parti de la gastro à la rhumato, de la rhumato à la cancéro, de la cancéro à la médecine interne. Et du coup, mon idée, c'était d'être un médecin, si possible, un bon clinicien pour ces fameux soins palliatifs. Donc on arrive en 86, on obtient un financement pour créer une unité de soins palliatifs à la maison de l'âme du Calvaire de Bordeaux, donc qui est l'équivalent de Jeanne Garnier. Bon, ça va prendre du temps parce que le financement n'est pas décidé de suite. Et c'est finalement Seguin, le ministre, qui signe un texte en disant financer cette unité de soins palliatifs à Bordeaux. Et le temps était passé. Entre-temps, la cité universitaire avait ouvert en 87 et nous, on a ouvert en 88. Il y a eu tout le temps de sélection de l'équipe, puisque l'équipe n'existait pas. Donc,
avec la surveillante que René Sebag avait choisie, et toutes les deux, nous avons sélectionné les infirmiers, les aides-soignantes, etc. Et après, nous avons mis en commun un projet de service. Et il y a eu tout un enseignement pour les soignants qui venaient faire du soin palliatif, mais qui ne savaient pas trop ce que c'était. Et nous-mêmes, on était aussi dans le b.a.-ba de l'enseignement des soins palliatifs, il ne faut pas raconter d'histoire. Mais donc, on s'est enseignés les uns les autres, et puis on a commencé à accueillir le premier patient en janvier, je me rappelle. Mais il y a eu toute cette façon de constituer à la fois le lieu de vie et puis l'équipe. À partir de là, moi je me retrouve à 33 ans, chef de service, toute une équipe, un service original. Franchement, je crois que mon équipe a dû quand même beaucoup m'apprendre parce que je ne savais pas du tout comment faire vivre une équipe avec la carte de santé et la psychologue. Entre 1989 et 1993, il était clair pour l'assistance publique que nous étions avec l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse, qui était à notre hôpital de la PHP, que nous étions des équipes expérimentales. Il n'était pas du tout certain que l'expérience perdure. Donc nous avions un petit peu cette pression autour de la tête. Il fallait démontrer l'efficacité. Et je me souviens d'une communication que j'avais faite, je crois, aux alentours de 1991 ou 1992 auprès des membres de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique pour montrer en quoi, par la simple consommation médicale dans l'établissement, eh bien, l'impact d'une équipe mobile par rapport au traitement de la douleur et par rapport à la baisse du cocktail lytique. Ça avait beaucoup frappé l'imagination. Mais on était, nous, en train d'expérimenter, on était en train d'inventer complètement notre outil de travail, on ne savait pas quoi faire, comment il fallait qu'on fonctionne, et donc c'était souvent à partir de nos propres dysfonctionnements qu'une réflexion s'engageait, avec l'aide, entre autres, d'un psychanalyste qui nous a aidés à avancer. Et puis dans le même temps, on était extrêmement sollicités par des gens qui voulaient venir nous voir, qui voulaient nous demander des conseils, mais on ne s'autorisait pas à donner des conseils dans la mesure où nous-mêmes nous étions en formation en quelque sorte. Pour moi, le plus important dans les soins palliatifs, c'est de rester dans un questionnement permanent. Que ce soit un questionnement national ou un questionnement au lit du malade, au lit de la personne elle-même. On est vraiment dans une recherche permanente de la moins mauvaise solution, ou pour ne pas dire la meilleure. Ça a été aussi une période passionnante sur le plan scientifique parce qu'on créait et on mettait en place des protocoles qu'il nous fallait prouver pour avoir une crédibilité scientifique vis-à-vis d'un monde de curatologie qui n'avait pas du tout envie d'être dans l'écoute des symptômes des patients. Moi j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir une équipe qui m'a soutenue tout du long. C'est en fait d'avoir pu partager depuis 30 ans, même plus que ça, avec des gens que je connais encore, avec qui j'ai encore des rapports, des gens qui m'ont soutenu en me disant « Ouais, c'est super, vas-y, continue, c'est bien ce qu'on fait », qui vous soutiennent tout du long, et de voir qu'on partage des objectifs communs. Et souvent, on me dit « Ouais, regarde, les jeunes, ils me disent, on dirait des anciens combattants ». Je dis « Oui, c'est vrai, mais on est parti de zéro, et on a partagé ça. Et on s'est soutenus quand on a eu des coups durs, on a reçu des portes, on s'est fait taper dessus, on nous a ridiculisés, mais on s'est battus, on s'est soutenus en fait. Et on s'est raccrochés à nos malades. C'était extraordinaire, et ça l'est encore, de voir tout ce qu'on était capable d'inventer pour qu'un hôpital devienne un lieu d'hospitalité au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'il reçoive, mais aussi qu'il y ait cette réciprocité entre l'hôte et l'hôte. Ça montre bien à quel point on a poussé pour que ça bouge, poussé pour que ça évolue. Je suis assez fier de ce point de vue-là, d'avoir participé à un mouvement qui a été un des leviers d'évolution éthique et thérapeutique du système de santé. Cette période initiale des pionniers a été un temps extraordinaire de débat, de discussion, d'échange, à la fois dans nos réunions, dans les congrès, etc., dont je garde un souvenir absolument magnifique. Quand je vois un amphithéâtre de 2500 places, je me rappelle à la première réunion dans mon bureau où on était 4, ou bien aux premières réunions autour de Maurice Abiven dans les années 80, 87 à peu près, où on a jeté les bases de l'ASFAP, je suis émerveillé de voir des médecins et des infirmières de soins palliatifs de partout en France. Et ceci me réjouit beaucoup. Et c'est fantastique, le développement que ça a pris. Je crois qu'il fallait passer par cette espèce d'adolescence difficile d'une médecine scientifique qui ne voulait évidemment pas reculer vers une médecine compassionnelle,
mais qui apprenait à introduire le compassionnel dans le scientifique. Et je crois que c'est ça la révolution des soins palliatifs.